Ali Souali, de ce que je sais, c'était quelqu'un qui était très proche de ses enfants, notamment sa fille Djamila Ali Souali. Son fils Hadji, bien au contraire, il semblerait en fait qu'il a certains remords à l'encontre de son père qui l'aurait pas donné toute l'affection dont il aurait eu besoin. Mais avec sa fille, il était très proche. Alors on peut penser que peut-être parce que c'était une fille et qu'il a voulu forcément la protéger, surtout qu'Ali Souali, en 1974, il est déjà divorcé de la mère de ses enfants. Donc il vit une vie de célibataire. À cette époque-là, il habite à Ntambou, au quartier Atov, où il avait sa maison. Et j'ai eu à parler avec sa fille et elle m'a bien démontré en fait que toute l'affection dont il a eu avec son père, qu'ils étaient très proches, que son père l'aimait beaucoup, que même quand son père est devenu président, son père lui versait presque tout son salaire, qui n'était pas colossal, mais du moins en fait, son père lui versait tout son salaire. Et certaines personnes se forcent à penser que le divorce d'Ali Souali n'est pas pour rien par rapport à ses fréquentations de coureurs de jupons, mais moi je pense qu'il faut aussi penser par rapport au fait que c'était un homme politique très investi, très investi dans son travail. Avant c'était le Mranda, mais le Mranda se voulait une mutuelle alors qu'il était à la SODEC, mais aussi ses activités politiques qui prenaient de plus en plus de l'ampleur aurait poussé sa femme à prendre ses distances. Du moins en fait c'est la lecture, c'est le témoignage que fait son ex-femme, la mère et mère de ses enfants. Côté famille, frère et oncle, si on veut, il était aussi proche avec sa mère. Il était très proche avec sa mère, mais Ali Souali ne met pas forcément en évidence en fait sa famille, qu'elle soit du côté paternel ou maternel. Il vit une vie un peu solitaire. Il y a une petite anecdote en fait. Je parlais avec des gens de Chouani et je demandais un peu justement qu'ils me parlent un peu de la famille d'Ali Souali à Chouani, et on m'a sorti une expression, on me disait ah c'est la famille Ndjambourano. Une expression que jusqu'à aujourd'hui j'essaie de définir en fait, mais ce que j'ai compris c'est que j'ai demandé c'était qui Ndjambourano ou c'était quoi Ndjambourano. J'ai compris que Ndjambourano c'était Ali Souali lui-même. En gros, alors qu'on sait qu'Ali Souali c'est pas une figure paternelle qui peut prétendre être, bon, même s'il s'est devenu un président et l'homme politique qu'on sait, mais de la configuration politique, de la configuration sociale comorienne, Ali Souali n'est pas au sommet de la pyramide sociale ou familiale. Pourtant, les gens de Chouani définissent Ali Souali comme étant la figure paternelle de sa famille. Et Ndjambo, on ne sait pas ce que ça veut dire forcément, mais Hano, apparemment c'était le fait qu'Ali Souali en consommait un peu ou en abusait un peu de l'alcool. Donc cette idée est défendue selon quoi, voilà, Ali Souali c'est sa famille, c'est lui qui représente sa famille en tant que père de famille, mais pour autant il se solidarise pas forcément avec sa famille, ou il met pas, peut-être que c'était, du moins quand il est devenu président, il y a aussi une histoire qui veut que son demi-frère, ancien président Johar, serait parti lui dire d'arrêter ses exactions parce que ça salit la famille, ça salit ceci, ça salit cela. Et Ali Souali lui aurait répondu: est-ce que
tu es venu me voir en tant que frère ou en tant que président? Parce que si tu es venu dire au président d'arrêter ça, c'est hors de question, parce que moi, je ma ligne politique. Et si tu veux me parler en tant que frère, attends que j'arrive, que je rentre à la maison. Et peut-être, donc, il a voulu, peut-être qu'il avait déjà anticipé hein, ce qu'aujourd'hui, la tendance qui est aujourd'hui de vouloir dissocier ou associer vie privée et vie publique en tant qu'homme d'État, homme politique. Mais peut-être qu'il avait déjà conscience. Et aussi, il ne voulait pas accorder du crédit. Il voulait pas accorder du crédit aux partialités. Il voulait créer une société, un modèle social comorien où il y aurait le comorien, mais pas la famille d'un tel ou la famille d'un tel ou la famille du président ou les enfants du président. Sa fille m'a raconté aussi une histoire me disant qu'une fois il s'est fait arrêter parce qu'il portait une jupe courte et que genre les commandos l'ont arrêté, ils l'ont amené un peu dans leur bureau. Et que son père, quand il l'a su, il a juste rigolé. Il a rigolé, il a dit que bon, t'avais qu'à pas porter une jupe courte. Donc ça rejoint un peu cette idée de penser qu'il a voulu une société homogène en fait, une société où le seul citoyen s'appellerait le comorien, mais pas le fils d'un tel ou le fils d'un autre. Quand Lissoali fait son coup d'État, il est sûr de son coup. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est tellement sûr qu'il pousse un peu à le caractériser de naïf, en fait. Il est tellement sûr de son coup, il est tellement sûr que la France est derrière lui, il est tellement sûr que ses amis de Mayotte reviendront, il est tellement sûr, et là, il avait sûrement raison, que la force militaire qu'il y avait aux Comores n'était pas en mesure de stopper son mouvement. Et donc, quand il fait tout ça, il fait déjà avec ses bras droits. Contrairement à ce qu'on dit, le coup d'État du 3 août 1975 n'est pas l'objet du Front National Uni, c'est-à-dire tous ces partis de l'opposition. Le coup d'État a été fait par deux clans, le Mranda, des amis du Mranda et des amis du Houma du prince Saïd Ibrahim. Et ce n'est pas tous ses amis, mais c'était une poignée d'hommes, une dizaine, peut-être 15, qui étaient au courant de ce coup d'État et surtout de la date. Ali Soali fait le coup d'État le 3 août, mais à l'origine, le coup d'État était programmé pour bien avant, je pense c'était le 30 juillet ou quelque chose comme ça. Mais à cette époque-là, il y avait Mroujaye qui était parti négocier l'entrée des Comores aux Nations Unies. Et donc à Lissoali, ils ont repoussé l'échéance en attendant le retour, en attendant la stabilisation et l'entrée des Comores dans les instances internationales. Donc ils repoussent l'échéance et alors là c'est un peu c'est vraiment flou et il faut essayer de démystifier un peu ce récit, mais on nous raconte qu'Ali Soali aurait fait un coup d'État avec des armes vides, enfin sans chargeur, sans rien du tout, et que les armes n'étaient pas plus de 5 ou une dizaine, et que ces armes-là c'était des armes d'anciens combattants militaires français et d'anciens marins de la marine française qui avaient en possession de ces armes-là et que c'est avec ces armes-là qu'ils sont servis pour le coup d'État. Mais du récit ou du moins des outils que j'ai eu à manipuler, on se rend bien compte que c'était bien plus important que cela en fait, que les amis d'Ali Soali essaient de minimiser un peu les événements. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient des armes et il est fort à penser que la France n'y est pas pour rien. Peut-être qu'ils se sont entraînés avec des armes factrices, mais au moment du coup d'État, il y a des armes et on ne sait pas d'où préviennent ces armes. Certains pensent que Michel Debré
n'y est pas pour rien, puisque à cette époque-là, il est sur place et il est à la tête d'Air Comores. Donc les gens pensent, enfin on peut penser que du fait qu'il était à la tête d'Air Comores, les entrées et sorties de tout produit étaient, enfin il avait les moyens de faire entrer ce qu'il voulait à partir de sa compagnie, enfin de la compagnie qu'il dirigeait. Et donc le coup d'État se fait avec des amis du Mranda et de Louma. Et ces amis-là, du moins avec lesquels j'ai eu à discuter, ils m'ont dit clairement qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se fomentait, mais que la date, qu'ils ignoraient la date exacte. Et donc ils se sont réfugiés, enfin Ali Souali les a invités à passer des journées dans sa résidence à Nsambou. Et ils sont restés là-bas pendant 3 jours à discuter de tout et de rien, et personne n'avait le droit de sortir. Et donc la veille du coup d'État, ils font un hitima pour que tout se passe bien. Ils font un doigt et un hitima, et au moment de partir, Ali Souali a donné ses instructions et les points stratégiques où il fallait se positionner, et il y aurait eu 2 ou 3 personnes qui sont désistées, qui n'ont pas voulu participer. À ce moment-là, il aurait donné 2 armes à un de ses amis fidèles pour surveiller ces gens-là, et il leur a donné la permission de tirer et de tuer ces gens si jamais tout se passait mal. Mais si jamais tout se passait bien, il pouvait les laisser en liberté, les laisser partir. Mais qu'il aurait donné l'ordre de les exécuter au cas où ça se passerait mal et au cas où ses amis seraient touchés. Donc, bien heureusement pour eux, tout s'est bien passé, puisqu'il n'y a pas eu une résistance quelconque. Donc tout se passe bien. Et à ce moment-là, Ali Souali, quand il prend le coup d'État, quand il prend les leviers de l'État, il est sûr de son coup et il est sûr de sa force française qui est derrière, et de sa force à ce que Marcel Henry et le mouvement du MPM, du mouvement populaire mahorais, l'auraient bien fait comprendre et admettre que si jamais on arrivait à écarter Ahmed Abdallah, il reviendrait dans le giron comorien. On sait par la suite ce qui s'est passé, et que par la suite on s'est rendu compte que les Mahorais, les leaders mahorais avaient déjà dépassé ce discours de compatriotes ou d'opposants à Ahmed Abdallah, mais qu'à ce moment-là, ils voulaient à tout prix prendre leur distance avec le reste du territoire des Comores. Donc, je parlais de naïveté de la part d'Ali Souali, parce qu'il a cru pouvoir associer différentes couches sociales et politiques dans son mouvement et dans ses idées révolutionnaires et putschistes, et que par la suite, en fait, il s'en rendra bien compte que c'était bien plus complexe que ça, et qu'il ne pouvait pas se suffire à croire à des promesses faites par la salive, en fait. Alors les événements de Majanga déstabilisent la révolution pour 2 choses. D'une, parce que ce sont des événements qui ont nécessité beaucoup de mobilisation, notamment financière. Il a fallu beaucoup de finances pour rapatrier tous ces compatriotes comoriens qui étaient installés depuis Dulettre à Madagascar, notamment à Majanga, mais aussi par la force et la surprise des événements, et pour un régime révolutionnaire qui n'avait pas encore fini de s'installer. C'était un électrochoc. C'était une surprise, un électrochoc qui a nécessité beaucoup de sensibilisation. Donc il a fallu pendant un moment stopper toute la politique révolutionnaire et se concentrer
sur le rapatriement des Comoriens venus de Majanga. Donc ces événements fragilisent et déstabilisent les caisses, déstabilisent le processus révolutionnaire qui était déjà lancé. Et aussi, on a affaire en fait avec la plupart de ces gens, il faut le dire, c'est Sabena, c'était des gens peut-être qui avaient plus ou moins oublié leurs origines comoriennes ou sociales. Donc ils étaient bien installés à Madagascar et à Majanga et ils se comportaient en tant que tels comme des malgaches. Donc pour certains, pas tous, mais pour certains, le retour aux Comores, c'est un choc. Donc il faut les éduquer, enfin il faut déjà les insérer parce que on le sait, pas mal d'entre eux n'avaient pas forcément d'attache aux Comores, donc il a fallu trouver des familles d'accueil, il a fallu organiser le rapatriement, le RSABena coûtait quand même une fortune. La France n'y a pas contribué au rapatriement des Comores parce qu'à ce moment-là, il y a les relations entre les Comores et la France sont rompues et que les Comores se retrouvent à devoir gérer et à devoir payer le rapatriement de tous ses concitoyens. Donc que ce soit ces événements, on peut encore citer notre événement de l'éruption volcanique de Singani qui vient aussi déstabiliser un peu la révolution, mais aussi surtout déstabiliser les caisses de la révolution qui n'étaient pas en très bonne santé d'ailleurs. Donc ces faits-là effectivement déstabilisent très fortement l'idée ou je dirais pas une stabilité, mais du moins vient s'intercarrer entre une idée que se fait Ali Swalihi et ses compagnons de la révolution, mais aussi des caisses de la révolution qui commençaient quand même à souffrir un peu de son repli, en fait, du repli révolutionnaire et aussi de la rupture brutale entre les Comores et la France, qui était l'ancienne puissance coloniale, mais qui était aussi, à tort à raison, du moins en fait c'était une force aussi économique, puisque, économique, il faut le prendre avec des guillemets, mais du moins en fait à cette époque-là, la France assurait 3/4 de l'économie des Comores. Après, on peut en discuter comment a été distribué cette économie, cet argent, mais du moins en fait jusqu'à cette période, les Comores restent très dépendantes de l'aide extérieure, notamment de l'aide française. Donc quand ces événements arrivent et que les Comores, la révolution ne peut pas compter sur une aide extérieure, forcément ça déstabilise beaucoup et ça met à mal toute la politique et toutes les idées que se faisait Ali Swalihi de la progression révolutionnaire. Qu'il n'était pas à l'origine, si peut-être, parce que c'est lui qui a plus ou moins mis à l'idée à ces milices révolutionnaires qu'ils peuvent aller à la violence si nécessaire. Mais ce qu'il ignorait, c'est que lui, ce qui se faisait en fait de l'idée de la violence, c'était pas forcément la même chose pour des jeunes qui n'étaient pas, il faut le dire, qui n'étaient pas forcément très instruites, qui sortaient, la plupart étaient des jeunes lycéens ou des jeunes qui n'avaient pas forcément connu longtemps les bancs de l'école. Donc là où il a failli, c'est d'être capable de faire la différenciation et aussi en fait de prendre la mesure du moment où on peut passer à la violence ou pas. Ces jeunes-là, en fait, on leur donne le pouvoir, on leur dit
Adabumbali, Matondimbali. Donc ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont pas fait cette différenciation. Ils se sont dit, bon, on a le pouvoir, et au final, ce pouvoir-là crée un contre-pouvoir, parce qu'en fait, en voulant lutter contre des cases sociales, des bépares et tout ça, le pouvoir, en fait, contrebalance et revient à une jeunesse qu'à ce moment-là, se positionne en tant que revanchard, en tant qu'assoiffé du pouvoir, et donc les exactions se propagent et se font dans ce sens-là. Mais Ali Swalihi, c'est pas un pacifiste, mais il y avait effectivement des événements qui lui échappent. Parfois, Ali Swalihi est pris de court par des événements, mais il endosse le costume de chef d'État quand il le devient par la suite, ou d'homme de la Révolution, et prend toute la responsabilité. Mais il y a parmi les entretiens que j'ai fait, il y avait un monsieur qui était dans les comités, et il répétait à tout va Kawati Fatima Namana Fatima pour dire que voilà ils n'ont pas froid aux yeux et qu'il n'y aurait pas de fils d'eux, ou il n'y aurait pas de jeu de passe-passe. Donc eux, quand les événements d'Ikoni par exemple, Ali Swalihi n'est pas au courant il n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, parce qu'en fait ce qu'on ignore, ce qu'on oublie aussi de citer, c'est que au moment où il se passe les événements bénis, c'est pas Chindini, mais il y avait une ville à côté où il se passait à peu près la même chose. Parce que qu'est-ce qui se passe à Ikoni? À Ikoni, il y a eu des éléments des comités révolutionnaires qui ont été emprisonnés, du moins qui ont été retenus par des Ikoniens, voilà, des villageois. Et donc la fuite, l'information vient aux oreilles de l'armée, et l'armée décide d'aller pour délivrer ses membres des comités. Donc tout se passe mal, ça commence à parler, à un moment donné, il y a deux versions. Première version veut que le commandement ça arrive, tire partout. Deuxième version qui est plutôt plausible, c'est qu'il y a eu un discours avant, il faut les libérer, oui, non, ça se chamaille un peu, et qu'apparemment il y aurait eu des Ikoniens qui sont levés pour prendre les armes des militaires. Mais que c'est à ce moment-là que ça a commencé à tirer. Tout compte fait, Ali Swalihi n'est pas au courant. Il le sait après qu'il y a eu des tirs à Ikoni, et qu'il endosse ce costume, et il le dit mot pour mot que on peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc à un moment donné, la violence, il est conscient que la violence peut être nécessaire pour rétablir l'ordre, ou pour donner en fait cette dose de révolutionnaire, pour faire peur et montrer qu'ils n'ont pas froid aux yeux, mais qu'ils sont prêts à tout pour imposer la révolution. Donc à la fois il légitime un peu la violence, mais il n'est pas forcément à tout prix à chaque fois sur les devants, ou sur celui qui va donner l'ordre d'exécuter ou de faire du mal. Ce qui s'est passé en Mbéni, c'est que Mbéni est entré en résistance. Mbéni, c'est le fief de Mohamed Taki Abdelkarim. Donc Mbéni défend son fils, Mbéni défend le pouvoir d'Ahmed Abdallah. Donc Mbéni, à un moment, a voulu être un État dans l'État, a voulu se dissocier de la révolution. Et donc il y a un assaut qui se fait en Mbéni pour, à ce moment-là, Ali Swalihi est ministre de la Défense. Et en tant que ministre de la Défense, il se permet d'aller sur place. Et surtout, Ali Swalihi avait des contacts en Mbéni, avait des amis en Mbéni qui le soutenaient. Donc quand il va là-bas, encore une fois, peut-être preuve de naïveté, il est sûr que voilà, que tout va bien se passer, il va pour parler. Sauf quand il va là-bas, il se fait caillasser, enfin ses amis de la révolution se font caillasser. Donc l'armée intervient et ça a tiré. En Mbéni, il y a eu des morts. Les gens oublient de les citer, mais en Mbéni, il y a eu, je pense, 3 ou 4 morts quand même. Ali Swalihi a été blessé. Par quoi?
Déjà, on pense que ça serait par balle, mais par balle par qui? Par les révolutionnaires qui ont une balle perdue ou une contestation qui est venue du camp en face. Les rares photos d'Ali Soali qu'on a, on voit avec un bandage en fait à la main, au bras. Et ce bandage-là provient en fait des altercations qu'il y a eu en Bénin. Kawadani kamwamba kweli